je suis une femme comorienne de 37 ans, maman de 2 garçons et une femme active, engagée, souvent engagée dans l'humanitaire, voilà, aimant son peuple et l'humain en général. Je suis née aux Comores dans une voiture en plus. Ça, c'est un souvenir qui me marque beaucoup et qui me plaît. Je suis née dans une voiture. Ma mère, elle n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôpital, voilà, sur la route, en allant à El Marouf. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Ça a été un déchirement pour moi parce que c'était quitter mes parents avec 2 de mes sœurs et un frère, et en partant dans un pays inconnu. Dès le moment où je suis sortie des Comores, j'avais l'impression d'avoir le souffle coupé. J'étais vidée. Après, je sais pas si c'est du fait que j'étais amoureux de mon père ou on avait une connexion en fait avec mon père, Baba Mora, Guna Warehem, parce que justement j'ai perdu mes parents très jeunes et non, je voulais même ne pas l'accepter en fait. J'ai mis longtemps à accepter que j'étais en France. Je découvrais une tante que je connaissais pas justement, c'est la sœur de mon père, qui était mariée, qui avait sa famille, qui avait ses enfants, qui accueillait 4 enfants d'un coup. Très jeune, j'aimais bien donner le petit coup pour que les gens soient heureux. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Tu voulais impulser. Voilà, impulser. Je lançais les spectacles de danse, je lançais des comédies musicales, déjà au collège, quoi. Au collège, après j'arrive, j'aime beaucoup la musique, ça m'aide à m'épanouir et ça m'aide aussi à sortir ce qui peut me faire mal. Justement, on va parler de ce qui t'a fait mal, ce qui a pu te faire mal. Un premier événement dans ta vie qui va être un événement douloureux pour toi. Cet événement-là ne va pas se passer à Paris, mais à Lyon. Explique-nous déjà comment tu te retrouves à Lyon et ensuite justement cet événement qui va traumatiser en tout cas une partie de ta vie. Un été, comme tous les autres, on nous apprend qu'on va aller en vacances, du coup, à Lyon. Et c'était déjà arrivé, donc voilà. Tu as quel âge à ce moment-là ? J'ai entre 10 et 11 ans, je ne me rappelle plus vraiment, mais je suis dans cette tranche d'âge, 10 et 11 ans. Donc je me décide on nous dit qu'on part en vacances. Cette année-là, je partais avec l'une de mes sœurs, l'une de mes grandes sœurs. Et puis voilà. Donc je vais chez une cousine que je connais, parce que j'avais habité peu de temps après, elle s'est mariée, elle est partie, donc je l'ai connue. Je suis partie chez elle, elle était mariée, elle avait un enfant à l'époque, elle avait une fille. Et puis je pars avec ma sœur et 2 de mes cousins. Donc ses frères étaient avec nous en vacances. Et pendant ces vacances, quelles sont les activités que vous faites là-bas, à Lyon notamment ? Après, nous, les filles de 10 à 11 ans, on s'autogère déjà. Donc on avait les missions quotidiennes, maison, faire le repas, le ménage. Et niveau sortie, c'est vraiment les activités, c'est le parc, quoi. Le parc. Et après, il y avait aussi, on faisait venir quelqu'un qui venait nous donner l'école coranique, en fait, qui venait nous apprendre le Coran, quoi. À la maison ? À la maison, oui. Comme on était beaucoup, en fait, là on était 4, c'était plus facile de faire venir quelqu'un directement pour nous instruire à domicile. Donc ces cours qui se font à domicile par une personne, on appelle ça un fondi, vient pratiquement quotidiennement pour faire les cours, et à partir de ce moment-là, tu vas vivre un événement
tragique, douloureux, qu'est le viol. Explique-nous un peu comment cela s'est passé. Alors, on nous apprend qu'on va prendre des cours coraniques. Moi, venant des Comores, j'avais déjà un peu d'avance parce que là-bas, c'est assez rigoureux. Et voilà, j'avais pas de difficulté. J'aimais beaucoup, en plus, apprendre. Et puis, nous, on accepte. Hein, de toute façon, ça peut que nous faire évoluer. C'est le processus de base. On nous présente un monsieur qui vient, qui a... Moi, de ma vision d'enfant, je lui donnais une trentaine d'années. Et qui se présente on nous le présente en tant que Fundi et nous dit qu'il va venir plusieurs fois pendant nos vacances nous instruire. Et voilà, ça commence comme ça. Il vient un jour, 2 jours, on se fait notre programmation et tout. Il y a une chose qui se passe, c'est que au bout d'une semaine, une semaine ou une semaine et demie comme ça, il vient, mais il a un changement de comportement envers moi. Au début, je comprenais pas parce que il faisait, en fait, sa démarche et je la trouvais très réfléchie. En fait, plus tard, quand j'ai commencé à prendre du recul, je la trouvais très réfléchie. Et en fait, il nous donnait les cours, on devait lire, il nous écoutait et tout, on devait écrire aussi. Et pendant qu'on récitait, je sais pas pourquoi il commençait toujours par les autres. Il terminait toujours par moi et après il me disait que je faisais pas assez bien. Du coup, il libérait les autres et moi je devais rester avec lui pour mieux travailler. La première fois, je suis restée avec lui. J'ai lu. Et il y a eu, je sentais un rapprochement, mais moi ça me choquait pas plus que ça, parce que pour moi, un Fundi peut se rapprocher pour te montrer ce qu'on a à lire. Et voilà, donc je m'inquiétais pas. Il y avait juste ce rapprochement où il venait, vraiment il se collait à moi. Donc je me suis dit c'est rien, j'ai lu le truc, il me regardait, il m'a laissé sortir après. Une deuxième fois, il voit que j'ai pas posé de questions par rapport du fait que je sors pas en même temps que les autres. Il me dit pareil la deuxième fois, oui, t'avances pas, tu lis pas très bien et tout. Mais alors que vraiment, franchement, aux Comores, j'avais pas de difficulté. J'avais vraiment pas de difficulté. Et du coup là, je commence à me poser des questions. Je me dis mais en fait, je me pose des questions sur moi-même où je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi, c'est quelque chose d'essentiel, en sachant que mon père aimait beaucoup ça. Donc, toujours dans l'amour avec mon père. Alors, toujours dans cet amour que j'ai envers mon père, j'ai envie de lui faire plaisir et d'avoir une bonne évolution là-dedans, parce que ça lui tenait à cœur. Donc, je me dis, bon, ressaisis-toi, on y va. Et je vois que je me concentre, mais ça va toujours pas. La deuxième fois, c'est autre chose. Là, il commence à venir du côté en fait où il était. Maintenant, il passe derrière et il commence à me tenir en fait les épaules, à commencer à descendre comme ça, alors que je suis en train de lire le Coran. Et là, je me dis, c'est bizarre. Là, je commence à me poser des questions. Mais étant jeune, je me rends pas compte de la gravité du geste. Il me laisse sortir. Il me dit, c'est bon, tu peux y aller. Donc j'y vais. Je dis rien. Parce que je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à identifier ce que je vis réellement. Et ça continue. En vrai, ça a duré pendant une semaine. Une semaine. Donc une autre fois, il revient et plus on avance, plus il va loin en fait. Après les épaules, la poitrine,
Une autre fois, il me demande, en fait, là, parce que normalement, j'étais assis par terre et j'étais en train de lire, donc il venait derrière moi. Là, il me demande de m'asseoir sur un lit. C'était dans la chambre de ma nièce où on dormait et où il nous donnait des cours. Du coup, c'était dans la chambre et il y avait un lit sur le côté. Il me dit de m'asseoir et qu'il allait m'écouter encore une fois. Donc, je reprends. Je reprends ma lecture, je continue de lire, d'essayer de m'améliorer sur mon 3e jour, en fait. Et là, c'est les jambes. C'est pour ça que j'ai dit que c'était par étapes et vraiment en profondeur, il n'est pas allé d'un coup. Du coup, les jambes, pareil. Donc, moi, je suis en train de me questionner. Mais par contre, quand ça arrivait au niveau des jambes, là, mon corps a commencé à réagir. J'ai commencé à trembler, en fait. Mais le truc, c'est que j'arrivais pas à crier. J'arrivais pas à lui parler, même ne serait-ce que de lui dire « Tu fais quoi ? Est-ce que tu peux arrêter ? Ça me dérange. » J'arrivais pas. Donc, je l'ai laissé faire. Alors, c'était les jambes, juste les jambes. Passer partout, voilà. 4e jour, il me demande de m'allonger sur le lit, en fait. Et mais il me demande de m'allonger sur le lit face au mur, de ne pas le regarder. Et puis là, vraiment, il avait plus de retenue, quoi. Il a passé sa main vraiment à l'intérieur de mon pantalon et voilà. Pour moi, c'était le jour pour moi où il y a eu vraiment viol. Même si le viol, en fait, là, en haut de mes 10 ans et 11 ans, je me disais oui, là, même si je connaissais même pas le mot viol, je comprenais qu'il était en train de pénétrer dans une zone qu'il n'avait pas le droit et dont je l'avais pas autorisé, que c'était mon... Du coup, du haut de mes 10 ans, là, je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que ça, c'est des zones vraiment où je dis déjà les épaules, ça me paraissait bizarre, mais là, de passer sa main dans mon pantalon, dans ma culotte, j'ai su que c'était pas normal. Et que... mais de toute façon, mon corps réagissait tellement, mais j'en tremblais, je tremblais. Et lui, il disait rien, en fait. Il disait rien, juste, il me touchait, il faisait ses trucs. Et moi, j'étais là, face au mur, allongée, je devais pas le regarder, et il faisait ses trucs. Et puis, le lendemain, il revient. Il veut recommencer. Mais là, j'ai pas pu tenir. Dès le moment où il a commencé à dire aux autres de descendre en bas, qu'ils étaient libérés, je sentais que, en fait, je sais pas, j'avais chaud, j'avais froid, j'allais tomber dans les pommes. J'ai une sensibilité déjà à la base. Et là, je pense que c'est ça qui ressortait. Mon corps criait au secours, en fait. Mon corps criait au secours, mon esprit était plus là, j'avais plus d'âme déjà, en fait. Et je vois qu'il veut recommencer, et alors pendant qu'il faisait, dès la 3e fois qu'il me faisait les gestes, quand il était au niveau des jambes, j'en pleurais, en fait. J'avais des larmes, je pleurais. Donc là, je me disais, non, je me vois pas encore le laisser faire. Donc j'étais en réflexion. Il dit aux autres de descendre. Je suis là, je tourne en rond dans la chambre, je sais pas où me mettre. On était au 2e étage ou au 3e étage. Je pensais même à sauter par la fenêtre pour pouvoir m'échapper. Mais du coup, en fait,
je m'assois sur le lit, encore une fois. Il m'a même pas demandé. Je m'assois sur le lit, mais ma tête, en fait, je suis plus là, le corps est plus là. Donc je me dis, mais je me pose la question, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Et quand il est arrivé et qu'il veut commencer à... Là, il me dit pareil, il me dit, parce que vu que j'étais assis, il me dit de me rallonger face au mur, pareil. Et je lui dis, là, je commence à parler par contre. Je lui dis, non. Et puis il me dit, comment ça, tu veux avoir des problèmes? Les paroles m'ont traumatisée en fait. Ces paroles, j'avais effacé plein de trucs durant toutes ces années, mais ces paroles m'ont traumatisée, sont restées. Il m'a dit, tu vas avoir des problèmes? Je lui ai dit non. Et puis il me dit, en fait, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas avoir des problèmes. Parce que je dirai à ta famille que t'es pas une bonne élève, que tu veux pas apprendre, que t'écoutes pas les instructions et que je suis pas une bonne fille en fait. Que je suis pas une bonne fille. Il y avait des insultes, même à la limite que j'étais des insultes qu'on m'avait jamais dites, que j'apprenais ce jour-là, que j'étais une pute à 10 ans. J'apprends le mot pute quoi. Voilà. Donc le mot pute m'a vraiment traumatisée parce que je reviens encore à mon éducation, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mon père m'a toujours dit que il nous a toujours élevés en fait. Mon père et mes parents, ils nous ont toujours mis sur un piédestal, on était des reines. Et là, le fait que quelqu'un que je connais même pas ose venir m'insulter autant et me rabaisser autant, déjà à l'âge de 10 ans, j'acceptais pas. Donc il a essayé de me forcer, vu que je commençais à parler. Il a essayé de me forcer et donc de me plaquer sur le lit. Et là, par contre, j'ai pas accepté. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à sortir de la chambre. Je suis partie m'enfermer dans les toilettes. Dans les toilettes. J'ai dû rester 4 heures dans les toilettes. Je suis pas sortie. J'attendais que ma cousine rentre. Et lui, il était là, il parlait derrière, il me disait qu'il allait tout dire à ma famille, que j'étais pas bien, que j'étais pas bien et que même, en fait, presque c'est moi qui cherchais, que j'avais cherché ça. Je suis restée dedans, j'ai pas bougé, je faisais que pleurer, j'attendais. Ma cousine est arrivée. Elle est rentrée du travail, en fait. Et en fait, moi, j'attendais juste d'entendre sa voix pour me dire, voilà ma libération, je vais y aller. C'est ma cousine. Donc, je l'entends, j'ouvre la porte, le monsieur était là, le Fundi. Donc, il commence à parler à ma cousine directement. Moi, je parle en même temps que le Fundi. Et ma cousine m'arrête, me dit, on ne coupe pas un Fundi. Elle me fait comprendre que j'ai pas de respect, que Nsina adapte, que j'ai pas de respect et que je devrais laisser le Fundi parler avant. Du coup, moi, sur le moment, déjà, j'étais pas bien. Je me suis sentie mal parce que j'attendais cette libération quand elle arrivait, et là, tout d'un coup, elle me prend même pas en compte, en fait. Donc lui, il expose les faits de sa manière, en disant que ça fait déjà quelques jours qu'il me garde, justement, parce que je veux pas apprendre, que j'ai la tête dure, que je veux pas évoluer dans mon apprentissage, que c'est pas possible, qu'il veut même arrêter avec moi.
Donc, je suis là, je tremble, je pleure, hein, je suis pas bien. Lui, il fait son speech, il me descend. Et puis après, ma cousine me regarde et puis elle me dit, pourquoi tu fais ça? Et je lui dis, mais il m'a touchée. En fait, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, il m'a touchée. Et elle m'a dit, t'es une menteuse, on dit pas ça d'un fondi. Ces mots m'ont tuée, en fait. Ma première mort, parce que pour moi, ça a été ça. Ça a été là. D'avoir quelqu'un qui pouvait m'aider. Pour moi, c'était l'autorité, en fait. C'est celle qui pouvait me sauver de ça, justement, qui était une femme en plus, qui était une mère. Et elle m'a dit juste ça. Elle m'a dit, Fundie Kado Amandrabo, arrête tes mensonges, et on n'est plus revenu sur cette histoire. Vous n'êtes plus revenu sur cette histoire, et par rapport à cet événement d'un adulte, du libérateur qui ne t'a pas libéré, tu es loin de tes parents aussi, pas de personnes de proximité. On sait déjà que pour des personnes, même pour des parents, c'est compliqué, mais là tu es loin de tes parents, loin de ton père que tu chéris tant, de ta mère que tu chéris tant. Et cet événement-là va te faire entrer dans un mutisme, peut-être avec d'autres adultes. Est-ce que tu en parles à ça quand tu rentres à Paris chez ta tante, ou au contraire, tu te dis tu ne veux pas non plus être rabaissé une deuxième fois? Comment tu vis ensuite ce retour à Paris auprès de ta tante, loin de tes parents? En fait, je sais que déjà ils en ont parlé entre eux, parce que j'avais entendu des discussions, et les réponses que j'entendais de ma cousine, je savais que c'était pas positif pour moi, qu'il me prenait vraiment pour une menteuse. Donc j'ai décidé de ne plus en parler. J'ai décidé de ne plus en parler. La suite, quand je suis revenue sur Paris, j'en ai pas parlé du tout. Ma tante m'en a pas parlé. Donc j'ai gardé ça en moi, et puis je suis entrée dans un cycle de déni de mes 10 ans à mes 17 ans, où pour moi, j'avais rien vécu. Et ce monsieur-là, je l'avais même pas rencontré. Et même les cours coraniques, j'en avais jamais pris avec lui. Cette période-là, je l'ai complètement effacée, de mes 10 ans à mes 17 ans. De 10 à 17 ans, tu fais ce déni-là, tu essayes d'oublier cette petite mort, comme tu l'appelles. Mais à 17 ans, il va y avoir un événement qui va subitement venir te réveiller comme un volcan. Cet événement-là, tu vas nous le raconter, c'est un mariage qui ne se passe pas comme peut-être tu le rêvais, comme une princesse, comme une reine, comme la reine que tu as été pour tes parents. Et ce mariage-là, forcé, on va dire le mot, ce mariage forcé, va venir réveiller toute cette violence, toute cette douleur qui était en toi, que tu avais essayé durant 6 ans d'étouffer. Parle-nous de ce moment-là, de ce réveil, de ce volcan qui était enfoui en toi. Alors, cet événement, c'est un mariage forcé, déguisé en mariage arrangé. J'ai 17 ans. Je suis en train de passer... je suis dans mes années de bac, en fait. Du coup, pareil, je suis une élève studieuse. De toute façon, j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc, on me parle on me dit, en fait, que on va aller aux Comores en vacances. Mais on me cache pas qu'on va me présenter des personnes. Donc je dis ok. Faut savoir que j'étais une fille très... j'écoutais tout ce qu'on me disait en fait. Je faisais pas de bêtises, je sortais pas, je me concentrais sur mes études. Voilà, on me disait tu sors pas, je sortais pas. Tu élèves pas plus la voix, je l'élève... Voilà, j'étais une fille...
je sais pas comment on appelle ça, mais Obéissante. obéissante, voilà. Comme on aime bien aux Comores. J'étais obéissante. Et on me dit qu'on va m'emmener aux Comores et qu'on va me présenter des prétendants et que 4, hein, même on m'a dit, 4 prétendants et que je peux dire non ou oui. J'ai ok. Mais j'ai demandé si je pouvais terminer mes études en fait. Moi c'est ce que je voulais, avoir un engagement ou quoi, au moins passer le bac, l'étape du bac, comme ça ça me déstabilise pas et tout. Ils me disent oui, mais de toute façon si tu veux pas, même quand tu les vois, tu veux pas, tu nous dis. Mais en fin de compte, ça a été un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Je suis partie aux Comores, on m'a pris mon passeport. Ma tante m'a pris mon passeport. Je vais pas développer le moment du mariage parce que c'est pas le thème aujourd'hui. Mais du coup, on prend mes papiers. On me dit que je vais être mariée. Je rencontre un homme, en fait, seul. Hein, juste un homme, il n'y en avait pas 4, qui me suit partout, dans tous les événements. Un cousin. Un jour, j'en ai marre. Je lui dis, mais toi, t'es qui ? Pourquoi tu me suis partout ? Et il me dit, t'es ma promise. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je savais même pas ce que ce mot voulait dire, promise. Je lui dis quoi ? Il me dit, oui, on m'envoie tes photos depuis que t'es au collège. Nos parents sont en accord, t'es ma femme. Donc j'apprends comme ça qu'on va me marier, que c'est lui, mon mari, mon futur mari. Et 4 jours après, l'annonce, 4 jours après, j'étais mariée. Du coup, là, j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue parce que, en tant que fille obéissante, qui était dans l'islam, qui faisait pas de bêtises, vraiment, je comprenais pas. Je comprenais pas qu'on puisse forcer sa fille à se marier, en sachant que ma famille est pratiquante. Du coup, je me pose plein de questions. Je suis perdue aux Comores, mais mon séjour aux Comores, je l'ai mal vécu. J'ai tout détesté. Je suis arrivée là-bas, j'étais enfermée dans une maison. Je pouvais voir personne. On m'a mariée, même ma famille, même mon père, même ma grande sœur qui était venue avec moi, je pouvais pas les voir. Mes petites sœurs, mes petits frères qui étaient là-bas, j'allais les voir, mais j'avais des horaires et on me suivait. Donc en fait c'est ça. Là j'ai eu une surdose en fait. J'en pouvais plus. Je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Qui je suis ? Pourquoi tout ça m'arrive et je me demandais si ça arrivait qu'à moi même en fait. Tu te demandes qu'est-ce que tu as pu faire ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là et qu'est-ce que j'ai pu leur faire en fait ? Parce que là pour moi c'est des personnes qui causent ma deuxième mort. Ça a été mon mariage forcé. Mais du coup ça a réveillé les séquelles de la première. Déjà quand je reviens en France, je suis toujours je suis perdue. Je sais même pas qui je suis. Je suis partie dans un pays pour me connaître et en fait, je me suis perdue. Du coup, j'étais encore dans le questionnement de qui j'étais. Je me posais la question, c'était quoi être une jeune femme comorienne en fait. Même être une femme comorienne, c'était quoi ? C'était quoi mon avenir en fait ? Ceux qui me connaissent savent que je m'appelle Zaina. La recherche de moi-même justement, ça a été la naissance de Zion. Et en fait, j'ai eu le déclic surtout parce que quand je suis revenue en France, il
y avait toujours cette continuité. Je devais pointer avec mon mari, l'appeler, alors qu'il n'y avait rien. Donc tous les jours, j'avais l'impression que tous les jours, on continuait à me poignarder. Je pouvais plus me concentrer dans mes études. Vraiment, même mes profs l'ont remarqué. Hein. J'étais vidée. Je rendais plus de travail. J'étais plus moi-même. Pas de perspective d'avenir, pas de visibilité. Non. Franchement, j'avais plus rien, quoi. En fait, je voulais plus, je m'élançais plus dans l'avenir. Et il y a eu un truc, c'est que à un moment, en fait, j'en ai eu marre. À mes 17 ans et demi, là, j'ai décidé de partir. Et j'ai décidé de partir, mais même sans savoir où j'allais aller. Du coup, j'ai habité pendant une semaine sous les ponts. Dès que tu es prête. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. Alors, un jour, j'ai décidé de partir. J'en pouvais plus, en fait. C'était trop le fait d'aller à l'école, d'aller au lycée, de rentrer, d'avoir la pression, de devoir répondre au téléphone. En fait, je ressentais de plus en plus une oppression sur ma personne. Du coup, un jour, j'appelle un de mes cousins qui habite à Nantes. Et avec qui je suis très en connexion depuis mon plus jeune âge. Et je lui demande, est-ce que je peux venir chez toi? Mais je ne mets pas au courant, ni ma tante. Il n'y a que lui que je mets au courant et ma grande sœur qui est tout le temps avec moi. Je pars de chez moi, du coup, je vais chez mon cousin qui m'accueille. Lui, il avait sa copine, il avait son appart, donc il me comprend, en fait, directement. Vraiment, et là, c'est pour ça que je revis. Mon cousin, c'est un rasta, très connu, que j'aime beaucoup. Et il m'a donné de l'espoir, en fait. Là, il y avait... en fait, je retrouvais ce côté d'un adulte, en fait, quelqu'un sur qui je prends exemple, qui me croit et qui comprend pourquoi je veux partir de chez moi, qui comprend pourquoi je veux partir de cette maison. Donc, il m'accueille et tout. Par contre, il connaît le milieu. Il sait que chez nous, on nous apprend en gros à être une femme qui sait cuisiner, qui sait s'occuper d'une maison, qui va plus tard s'occuper de sa famille, son mari. Et puis il me dit... il faut et à se taire aussi. Et à se taire. Et puis il me dit, il faut que tu saches t'occuper de toi. C'était la première fois que j'entendais ça. Il me dit, je te laisse mon appartement. Tu vas aller à l'école, tu vas trouver un travail. Tu te débrouilles. Si tu as besoin d'argent, je suis là. Mais je veux que tu apprennes à te débrouiller. Il m'a rendue intelligente, en fait. C'est vraiment mon impression. J'ai l'impression que j'étais bête de mes 10 ans de mes 11 ans à mes 19 ans et demi. Et il m'a rendu mon intelligence. Juste parce que il m'a montré que j'étais capable, que j'étais quelqu'un.
Il était bienveillant, t'as montré de la bienveillance. De la bienveillance. Et même de l'amour, quoi. Que j'avais jamais reçu. Ou qu'à travers des appels téléphoniques par rapport à mes parents. Des cassettes à l'époque. Et puis voilà. Et puis ça m'a donné de l'espoir. Et comme du coup, je suis restée 1 an dans un milieu un peu rasta. J'ai bien aimé l'esprit zen, l'esprit où on n'est pas enfermé dans une communauté. J'ai pu respirer tout d'un coup, en fait. Et voilà, Zion est né vraiment à partir de là, à partir de mon séjour à Nantes. Parce que je devenais une femme. Je commençais à prendre des décisions sur ma vie, réellement. Ce que je voulais pas. Et à les imposer, malgré que des gens de ma famille n'acceptaient pas ou pas. Voilà, là j'ai dit c'est bon, j'arrête. Voilà, de 11 ans à mes 19 ans et demi, de mes 11 ans à mes 17 ans et demi, c'était trop pour moi. J'étais une sans voix, j'étais sans âme, je vivais pas pour moi. Et d'ailleurs, toute cette période de mes 11 ans à mes 17 ans et demi, j'ai gardé très peu de souvenirs. Tu as dit que toutes les personnes qui te connaissent sous le prénom de Zaina, mais que Zion est justement une nouvelle renaissance. Est-ce que c'est cette Zion-là, la naissance de Zion, c'est qu'on appelle souvent le moi intérieur, le véritable moi? On avait tué Zaina 2 fois et tu ne voulais pas qu'on la tue une 3e fois. Et donc c'est là où il y a cette naissance, la naissance de Zion, d'ailleurs qui rime bien avec la lionne. Est-ce que voilà, cette naissance-là, c'est une manière déjà, c'est une forme de survie, c'est de la bouée de survie que tu trouves justement pour pouvoir essayer de trouver de la force? Faut savoir que le prénom Zion, en fait, c'est un jour ma soeur, elle est en train de me coiffer, puis j'ai cette touffe magnifique, ma couronne que j'adore. Et puis ma soeur est en souffrance pour essayer de me coiffer, et puis elle me dit j'en ai marre de ta Zion. Et Zion, en fait, c'est forêt vierge en jamaïcain. Donc je trouvais que ça me correspondait bien. Et à ce moment-là où j'avais besoin d'être moi-même, de me découvrir, d'être moi, en fait, de savoir, je sais pas, ça a été un premier, en fait, de m'approprier quelque chose, de dire, ok, je m'appelle Zion, c'est peut-être une nouvelle jeune femme, parce que j'étais une jeune femme, je sais pas, ça m'a donné de la force, peut-être, ouais, ça a permis de renaître, en fait. Tu nous as parlé de ton parcours, de ton enfance, de ces 2 morts à l'âge de 11 ans, puis de 17 ans. Et ensuite, c'est cette renaissance après une fugue. Tu arrives chez ton cousin à Nantes, qui t'ouvre les bras, qui te donne de l'amour, qui te donne cette confiance que tu n'avais pas acquis jusqu'à maintenant. Donc, il y a la naissance de cette nouvelle femme. Tu retournes à l'école, la Zion, qui est là. Et donc, tu vas petit à petit construire ta personnalité autour de Zion. Tu vas vivre, on va dire, une vie normale, de haut et de bas, de rire, de larmes, faite de joie, de gaieté, de bonheur, mais au moins une vie qui te ressemble davantage que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Mais pourtant, petit à petit, tu es revenu, tu as fait le chemin de revenir vers ta communauté, et pas simplement sur la pointe des pieds, mais avec des nouvelles convictions, des nouveaux combats à mener. Voilà. Explique-nous justement ce moment où tu te dis, maintenant que je me suis formé, maintenant que je sais qui je suis, maintenant que j'ai la force, je m'affirme en tant que femme, en tant que telle, en tant que mère, j'ai envie de venir peut-être porter, tu l'as dit au moment de cette interview, tu étais sans voix. Mais tu te dis, je viens, malgré tout, être le porte-parole des sans-voix. Parle-nous un peu de ce retour, en tout cas de ce cheminement vers ta communauté d'origine. En fait, quand on apprend, quand on essaie de trouver qui on est, on ne peut pas se mentir.
Donc, plus j'allais, plus j'essayais de trouver qui j'étais, plus ça me ramenait toujours à ma communauté. Je parle pas de physique ni de quoi, mais la richesse que je voulais, moi, mettre en avant, ça pouvait venir que de ma communauté. Mais j'avais été déçue. Pas par ma communauté, par certaines personnes de ma communauté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris de la force. Parce que j'ai pu différencier. L'homme n'est pas mauvais. Certains hommes sont mauvais. Donc, le Comorien n'est pas mauvais. Certains Comoriens sont mauvais. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, comment on va faire, en fait, comment je vais faire, moi, pour avancer et pour ne pas m'oublier, en sachant que je suis restée attachée aux Comores parce que je suis née là-bas. Je suis toujours dans cette fracture à ce moment-là où je me dis, mais non, je suis comorienne. Pourtant, j'ai trois origines. Mais vu que je suis née aux Comores, c'est quelque chose qui me tient... qui te prend aux tripes. Qui me prend aux tripes, mais vraiment. Et je me suis dit, je vais avancer, en fait. Je vais vivre. Et puis, je vais aller à la recherche, en fait, de connaissances par rapport à mon histoire, par rapport à l'histoire de la femme déjà, après de la femme africaine, et puis là, je suis arrivée à la femme comorienne. Voilà. Et j'ai vu plein de choses qui me gênaient. Et où j'étais pas prêt, moi, à laisser aller en sachant que j'en avais vécu certains. Encore une fois, je prends du recul. Je me mets à la place d'autres femmes comoriennes et je me dis, au premier abord, on est toujours dans la colère. On est toujours dans la colère, donc on a envie de se positionner, de dire qu'on n'est pas d'accord pour ça, pour ci, mais ça c'est toujours les débuts d'un combat. On veut s'affirmer, on veut montrer sa couleur, voilà. Et quand je continue à avancer, que je rencontre d'autres femmes qui me parlent de leurs mots aussi, et que je vois que je suis pas seule, que la pédophilie, je suis pas la seule à l'avoir vécu, et qu'au fur et à mesure que j'avance, je vois qu'on est énormément. On est énormément. Et là, je me dis, je peux pas me laisser, en fait, tomber. Je suis obligée de me relever parce que je suis pas seule et il y en a d'autres qui arrivent à survivre. En fait, au début, c'est ça. Donc, on continue. Moi, je commence, une thérapie que je suis partie chercher moi-même. Je suis partie chercher une psychologue directement parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, j'avais fait une tentative de suicide parce que j'arrivais plus à avancer et je me reconnaissais pas dans le monde. La France ne m'acceptait pas. Pour moi, hein, c'était ma vision et les Comoriens ne m'acceptaient pas aussi, tu vois. Donc, j'arrivais pas à me reconnaître. Tu n'avais pas d'attache quelque part. Voilà. J'étais même plus reconnue dans le milieu, comme je disais, jamaïcain ou les Martiniquais, voilà, qui vont te donner de la valeur, te dire directement, je sais pas, t'es belle, t'es forte, t'es une femme exceptionnelle, ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir avancer. Et du coup, j'avais cette tentative de suicide, en fait, ça a été un réveil aussi, parce que c'était un appel à l'aide. Je voulais pas mourir, mais je voulais juste qu'on m'entende. Dire, oh, j'ai souffert, en fait, et ce que j'ai subi, ça me suit encore. Et tant que j'ai pas soigné ça, j'ai pas de vie. Et après la tentative, en fait, c'est là où je suis partie voir psychologue, qui m'a, déjà, pour une fois, j'avais de l'écoute. Même si c'était quelqu'un de neutre, sur ma problématique, ça m'a aidé. C'est quelqu'un qui va pas... Il y avait pas de jugement. Déjà, on va pas dire... je vois dans son regard qu'elle me juge pas, qu'elle dit pas que t'es une menteuse ou quoi. Ça me rassure. J'arrive à m'ouvrir. L'une des premières fois que j'arrive à m'ouvrir sur ce sujet-là, quoi. Donc, j'en parle.
mais j'en parle énervée. Je suis en colère, mais je suis en colère pas contre les autres seulement, mais contre moi aussi, parce que j'arrivais pas à me pardonner. Rien que le fait que pendant les étapes là que j'avais expliquées au début de ces 5 jours d'enfer, que je les laissais faire ces 5 jours en fait. Donc j'arrivais pas à me pardonner. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer en thérapie. Et Dieu merci, heureusement que j'ai réussi à avoir cette phase parce que ça m'a aidé déjà à me pardonner. Dès le moment où j'ai pris conscience de qui j'étais, je me suis mise en thérapie, une thérapie forcée. Parce qu'il y a ce côté aussi où je me disais, si je vais pas bien, comment je peux aider les autres? J'aime beaucoup aider, ça, c'est dans ma personnalité, mais je peux pas aider les gens si moi-même je m'aide pas. Donc ça a toujours été comme ça. Le fait de dire je suis vivante, rien que vivante, ça me donnait justement ce pouvoir d'être vivante. Et puis j'ai compris le pouvoir des mots un jour, et c'est ce qui m'a vraiment le plus libérée. J'ai compris que c'est à nous de donner le rythme, la tonalité. Ça, c'est Zion qui a compris. Donc j'ai commencé à donner ce que je voulais et à montrer comment je voulais que les gens soient avec moi, se comportent avec moi. Il fallait que je règle, me dire, ok, je vais pas leur donner le pouvoir de me rabaisser encore, ou de me piétiner, ou de, voilà, tout ce qui s'était passé, c'est bon, c'est du passé. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui vais donner le rythme. Là, j'ai commencé à reprendre les bases de mon éducation. Mon père m'appelait Reine. Je suis devenue Reine Zion. Malgré l'effort que tu as fait de pouvoir justement oublier, et tu l'as fait si bien que tu as réussi à un moment à oublier à quoi ressemblait ton bourreau de l'époque, mais tu as petit à petit eu ce besoin de pouvoir aussi de nouveau l'identifier. Et donc c'était un processus, un nouveau processus d'aller à la quête de cet homme qui t'avait fait tant de mal, qui a été à cause d'une descente aux enfers à petit feu. Et donc explique-nous justement ce cheminement et pourquoi tu as fait ce cheminement-là. Et aujourd'hui, après on en parlera, est-ce que tu as réussi à identifier cet individu? Encore une fois, pour pouvoir passer une étape, parce que pour moi, la vie est faite que d'étapes. Je me suis dit, pour pouvoir passer une nouvelle étape dans ce combat-là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir s'il vit encore. Alors qu'il avait, entre parenthèses, détruit une partie de ma vie. Du coup, comme ce qui a été compliqué, c'est que mon bourreau, j'avais gardé très peu de choses de lui. Comme j'ai voulu tout effacer, j'avais gardé très peu de choses. Son visage, je l'avais effacé parce que c'était trop traumatisant. Je le voyais revenir dans la nuit, des choses comme ça. Donc j'ai préféré effacer. J'avais gardé son surnom, mais vraiment, son surnom, mais presque tous les jours, pendant toutes ces années, me revenait tout le temps. Parce que ça, je voulais pas l'effacer, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et puis je me suis dit, c'est peut-être parce que je voulais le retrouver un jour, je pouvais pas tout effacer. Et il y a eu... mais ça fait partie de mes séquelles, c'est que quelquefois j'ai ces odeurs qui reviennent. Voilà. Pour pouvoir me détacher de peut-être aussi ça, je me suis dit, il faut que je puisse le retrouver et me faire une libération choisie, contrôlée, naturelle. J'en avais parlé à très peu de personnes, vraiment. J'avais parlé à 2 de mes potes comoriens. Et c'est là aussi, c'est ça qui m'a donné de la force, parce que j'ai parlé à 2 hommes. J'avais eu pendant une petite période une haine contre l'homme, pas comorien spécialement, mais juste l'homme. Et le fait d'en parler avec 2 hommes de ma communauté qui me comprenaient, qui comprenaient ma souffrance, m'avait permis de
de me pardonner encore une fois, parce que le pardon continue toujours, et de cette fois, en fait, pardonner à ma communauté, en fait, à la société, à ma communauté. Et puis, au niveau de ma recherche, c'est ces deux personnes qui étaient au courant de mon histoire depuis 15 ans. Ils faisaient partie de mon premier réseau comorien. Du coup, ils me comprenaient, ils savaient d'où je venais, ma ville et tout, la vie que j'avais eue, même chez ma tante. Et je pouvais pas faire cette quête sans eux. Et franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Je les en remercierai jamais. Et on a mis 1 an. 1 an pour l'identifier? Pour le retrouver? Non, j'ai mis 6 mois pour le retrouver. 1 an pour confirmer son identification. Je voudrais juste dire une chose, vraiment, ça m'a allégé. Ça m'a fait du bien. J'ai eu la tête qui tournait quand on m'a appris, après les 1 an, qu'on m'a confirmé que c'était bien lui sur la photo. Je croyais que j'allais tomber dans les pommes. Franchement, il y a tout qui est revenu d'un coup. Vraiment tout. Tout qui est revenu d'un coup de mes 11 ans à aujourd'hui. J'avais 11 ans, j'ai 37 ans aujourd'hui. Tout est revenu d'un coup. Je me suis assise, j'avais la tête qui tournait. Quand j'ai eu le SMS de ma sœur, c'est ma sœur qui m'a confirmé. Je me suis assise, j'ai dit... c'est là où j'ai dit... En fait, il y a le processus qui commence de « je rigole, je pleure » dans la même phrase. Je comprenais plus rien. Mais je me sentais légère. Quel est le message aujourd'hui que tu voudrais transmettre justement aux victimes de sévices, de viols, par rapport au combat que tu mènes aujourd'hui? Donc déjà le courage que tu as aujourd'hui de venir t'exprimer face caméra, et aussi est-ce que tu vas t'arrêter là? Est-ce que tu penses pouvoir rencontrer ou au moins le faire savoir que tu l'as identifié? Est-ce qu'il y a une démarche de justice derrière, de démarche de justice qui va être initiée ou pas? Quel est ton regard enfin sur l'évolution, en tout cas ici en France, l'évolution justement de ces victimes qui parlent de plus en plus, on l'a vu récemment? Il faut savoir qu'on vient d'une communauté où on n'apprend pas à l'enfant, je vais dire plus à l'enfant fille, à la femme, à la jeune femme, voilà. On nous apprend pas à parler, on nous apprend pas à crier. On nous dit non, il faut pas que tu te fasses remarquer, il faut que tu te taises. Du coup, on est déjà dans un processus où on nous bâillonne. Et je voudrais dire aux victimes, celles qui vont se reconnaître dans mon histoire, de se libérer déjà. De se trouver une personne. Parce que moi, dès le moment où j'en avais parlé à une personne en dehors de ma sœur, parce que moi, c'était ma sœur qui était au courant, voilà, le plus longtemps, en fait, c'était elle. J'avais pas mis, voilà, je pouvais pas en parler dès le moment où j'avais parlé à ma cousine qu'elle m'avait pas cru, alors que c'était l'adulte, voilà, je m'étais fermée. Et le fait d'en parler à une personne peut-être neutre aussi, qui est hors communauté, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien parce qu'il n'y a pas le jugement. Après, il faut savoir que ce qui m'a encore plus libérée, c'est d'en parler à mes sœurs de la communauté, mes sœurs qui étaient victimes aussi. Et c'est là où on s'est reconnus, où on a vu que le problème était beaucoup plus que ce qu'on voulait faire croire, qui était ancré en fait, qu'on cachait beaucoup. Ces problèmes de viol, hein. On faisait que les cacher. Oui, moi, vraiment, ce que j'aimerais bien, c'est que ces femmes-là, ces victimes ne restent pas enfermées dans ça, dans le déni ou dans la souffrance, mais qu'elles parlent, qu'elles se soignent. Quand tu me parles de la suite, est-ce que je pourrais peut-être aller le rencontrer un jour, discuter avec lui, savoir pourquoi il a eu ce geste, pourquoi moi en fait, tu vois, qu'est-ce qui l'a poussé à ça?
En fait, dans mon recul, pendant ma période de thérapie, t'apprends les travers, comment on va dire ça, les subtilités des actes voilà, perverses. Donc, personne n'est à l'abri. Je me dis que ce monsieur-là, peut-être que lui-même a été victime. On ne sait pas. On ne sait pas, vu que ce genre de choses arrive depuis des années et que c'est caché, on ne sait pas. Donc moi, aujourd'hui, cette vidéo, ça a été déjà pour arriver à une étape encore de ma thérapie. C'est pour donner de la voix aux sans-voix, parce que j'étais une de ces sans-voix à un moment, et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui parle, en fait, à ma place. Peut-être que j'aurais pu me réveiller beaucoup plus tôt. Et aussi pour dire aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Ce combat, moi je veux pas, c'est pas un combat violent en fait. C'est pas de la violence. Je me suis pardonné. J'ai pardonné, comme je t'ai dit, hein. C'est bizarre, hein. J'ai pardonné à mon bourreau alors que je l'ai même pas encore rencontré. Mais rien que le fait que j'ai fait ce pas, mais je me sens légère, je me sens libérée. Et il y avait quelque chose qui avait fait peur un peu des membres de ma famille, parce que bon, moi, je suis dans le respect, hein. Dès le moment où j'ai pris conscience, comme je te disais, que j'étais Zion, quand j'avais quelque chose à le dire, même dans le respect, je le disais, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils avaient du mal à comprendre cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et que moi, très longtemps, j'ai pas fait cette vidéo, c'était par rapport à eux. J'ai toujours pensé aux autres et pas à moi. Et c'est ça. Il faut dire aux victimes, ce que je dis aux victimes, c'est de penser à eux, avant tout. Vous êtes les premiers. C'est vous. Merci beaucoup. Merci Zion. Merci pour tous ces messages. C'était assez important. On sait le courage que tu as dû avoir pour pouvoir faire cette vidéo, ce témoignage qui, j'en suis sûr, va pouvoir à la fois donner des bases, aider certains, nous aider à tous. Et ça t'a permis aussi de pouvoir justement grandir encore davantage dans nos cœurs et dans tes combats. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais te remercier, toi. Je te remercie, toi, de me suivre depuis toutes ces années, de me soutenir dans mes projets, que ce soit mes folies ou mes constructions et tout. Tu as toujours été là. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'ai un frère de combat, qui respecte aussi la femme. Non, sérieux, Benamir, voilà. On se comprend, que je t'ai toujours dit, j'ai l'impression que quelquefois t'es mon jumeau en mec. Non, c'est vrai. Et voilà, je te remercie beaucoup. Et de me donner justement cette opportunité de me libérer. Et franchement, là, je me sens déjà plus légère. Amina, Mariama, Ali, Saïdi, Nemadi, Doudou Dadinho, Ikido, Sahilman,